Merci de nous rejoindre sur cette conférence qui va démarrer d'ici quelques instants. Donc, la conférence va traiter des troubles neuromusculo-squelettiques et de leur prise en charge par les thérapies manuelles avec un focus bien sûr sur la chiropraxie. Donc Olivier Lanlot, directeur général de l'IFEC, Institut franco-européen de chiropraxie, va animer cette conférence avec moi-même, donc Karina Faton, chargée de communication à l'IFEC. Donc vous pourrez utiliser l'outil questions-réponses sur l'outil Zoom pour pouvoir poser vos questions. Monsieur Lanlot va démarrer par une présentation de 15-20 minutes à peu près, et ensuite on traitera les questions qui auront été postées sur l'outil questions-réponses. Je vous propose de démarrer. Monsieur Lanlot, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine. Est-ce que vous pourriez m'autoriser à partager mon écran? A priori, je n'ai pas cette fonction-là à distance. Alors, tous les conférenciers. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Alors, vous voyez tous mon écran, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'intérêt des thérapies manuelles dans la prise en charge des TMS. Alors, on utilise souvent le terme de thérapie manuelle et également le terme de TMS sans nécessairement en connaître l'importance. Et il me paraît assez judicieux d'aller explorer un peu plus loin ce que sont les TMS, ce que ça recouvre et leur importance pour la santé publique parce que, vous allez le voir, c'est loin d'être neutre. Donc, aujourd'hui, la TMS, ça concerne à peu près 150 diagnostics d'un système qu'on appelle le système locomoteur ou l'appareil locomoteur. Les muscles, les tissus concernés sont les muscles et les os, les articulations, les tendons, les ligaments. L'ensemble de ces diagnostics sont disponibles dans l'ICD, qui est une classification internationale des diagnostics, notamment mise en œuvre par l'OMS. Ça va de troubles dont l'apparition peut être brutale et qui sont de courte durée, une entorse, une fracture par exemple, à des pathologies qui sont plus chroniques, qui peuvent apparaître progressivement et qui peuvent être aussi au long cours, et donc éventuellement perdurer tout au long de la vie. Ce qui caractérise souvent les TMS, quelles qu'elles soient, c'est la notion de douleur. On a souvent la plainte première, souvent pour les patients, c'est la douleur. Cette douleur, elle peut être également couplée à une atteinte de mobilité, une perte d'amplitude de mouvement au niveau d'une articulation, de dextérité, on utilise un peu moins bien ses articulations et ses membres, par exemple, ou son rachis. Et également une perte de la fonction. On peut avoir une articulation ou un groupe d'articulations qui ne sont plus fonctionnels et qui ne permettent plus de réaliser certains gestes. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les TMS ont un impact social et psychologique majeur, à la fois sur les activités quotidiennes non professionnelles, mais également dans certains cas sur les activités professionnelles. Et parmi les TMS, les plus fréquentes, et ça va être le focus du jour, sont les lombalgies et les cervicalgies, et de loin. Donc c'est vraiment dans les TMS, dans les 150 diagnostics évoqués tout à l'heure, ce sont les lombalgies, donc les douleurs du bas du dos, et les cervicalgies, les douleurs au niveau du cou, qui sont les plus fréquentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'impact réel de ces TMS par rapport aux autres pathologies. Et là, on a un article excellent qui est paru dans le Lancet en 2017, qui est un article qui est une réactualisation d'un projet scientifique qui a commencé dans les années 80, fin 80, avec une évaluation tous les 5 à 10 ans de l'impact de l'ensemble des pathologies sur ce qu'on appelle l'incapacité. L'incapacité, ou disability en anglais, c'est
c'est notamment l'impossibilité de faire certaines choses, d'aller travailler ou de faire des activités sportives. Voilà. Et ce qu'on va retrouver de façon assez constante au fil des années, c'est que la première cause d'incapacité dans le monde est loin devant beaucoup d'autres pathologies, pour autant plus porteuses en termes de recherche, eh bien, c'est la lombalgie et les cervicalgies. Donc la lombalgie et la cervicalgie, de façon constante, depuis ce suivi de l'incapacité a été mis et le poids des pathologies a été mis en place par cette équipe scientifique, c'est la lombalgie et la cervicalgie qui arrivent en tête de liste des pathologies les plus incapacitantes. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Donc les lombalgies et les cervicalgies sont les plus importantes en termes de TMS, en termes de fréquence, mais ce sont également, parmi toutes les pathologies existantes, les plus porteuses d'incapacité. Donc c'est une cause majeure d'incapacité. Il faut savoir que les douleurs musculo-squelettiques ont tendance à augmenter avec l'âge. Elles compromettent souvent la mobilité et l'autonomie. Elles ont un coût sociétal extrêmement important, que ce soit en termes d'arrêt de travail, de perte d'autonomie, de capacité à travailler. Elles sont consommatrices de soins, énormément aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir l'incapacité ou la diminuer. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir facilement. Alors, on verra qu'il y a des stratégies thérapeutiques à adopter quand même. On a des stratégies et il y a une promotion aujourd'hui des stratégies de maintien de l'activité physique qui sont extrêmement intéressantes. Et bien souvent, la réponse aux cervicalgies et aux lombalgies, c'est une intervention multinodale et pluridisciplinaire. Donc, c'est souvent à travers un parcours de soins coordonné avec différents acteurs qu'on arrive à réellement bien prendre en charge ce type de pathologie. Donc, quelles sont les prises en charge? Alors ça, c'est un point aussi extrêmement important parce que il y a quand même une multitude d'acteurs et c'est intéressant. Donc, les prises en charge possibles, on va regarder, mais on va regarder également leur qualité, parce qu'il ne faut pas juste regarder les prises en charge qui sont proposées. Les prises en charge ne se valent toutes, ne se valent pas toutes, et en termes de qualité ou de niveau de preuve d'efficacité, eh bien, il y a une très grande disparité, je vais vous le montrer, en sachant qu'on va faire un petit arrêt notamment sur les thérapies manuelles. Donc, vous avez un excellent article qui a été publié dans le European Journal of Pain en 2020, qui recense l'ensemble des recommandations de bonnes pratiques qui ont pu être publiées entre 2013 et 2020 sur les lombalgies et les cervicalgies. Alors, un petit arrêt sur ce qu'est une recommandation de bonne pratique, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Une recommandation de bonne pratique, ce sont des recommandations faites par des agences nationales de santé. Alors en France, par exemple, ça va être la Haute Autorité de Santé. En Angleterre, ça va être le NICE. National Institute for Clinical Excellence, eh bien, étudie la littérature scientifique, regarde par rapport à un problème de santé donné quels sont les traitements les plus adaptés et avec le meilleur niveau de preuve, et donc les plus indiqués. Ils tiennent compte bien évidemment aussi des risques potentiels, et ils font des recommandations sur l'utilisation de tel ou tel traitement en fonction des pathologies. Et donc là, on a regardé l'ensemble des recommandations en Europe sur la lombalgie et la cervicalgie, des recommandations qui ont été faites par des agences nationales. Donc vous allez voir ce qu'ils ont trouvé. Donc sur la période 2013-2020, on a retrouvé 17 guides de bonne pratique, ou guidelines en anglais, dans 8 pays européens différents. 11 guidelines traitaient des lombalgies, 5 traitaient des cervicalgies, et un guideline était mixte et traitait à la fois des cervicalgies et des lombalgies. Et sur ces 17 guidelines, et ça c'est important, en fait, on n'en a que 7 qui ont été jugés de bonne qualité méthodologique. Et la qualité méthodologique est extrêmement importante, puisque plus la qualité méthodologique d'un guideline est haut, mieux on peut, ou plus, en tout cas, on peut prendre
en compte les recommandations qui ont été effectuées. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, vous allez voir, il y a plusieurs types de traitements sur les lombalgies et la cervicalgie. Et on a des traitements qui ont fait, notamment pour les lombalgies, alors c'est un peu moins vrai pour les cervicalgies, et puis je pourrais vous développer pourquoi. On a des traitements pour les lombalgies qui ont fait la preuve de leur efficacité avec des recommandations fortes, notamment. Alors, en premier, on va voir la réassurance, rassurer le patient, donner des conseils et de l'éducation, donner le conseil de rester actif, garder une activité physique. Je vous signale, pour ceux qui s'en souviennent, qu'il y a 25 ou 30 ans, quand on avait mal au dos, on disait surtout du repos, allongez-vous, il ne faut plus bouger. C'est exactement l'opposé qui est conseillé aujourd'hui, et on a aujourd'hui des preuves scientifiques fortes sur la nécessité de rester actif. Vous avez peut-être vu ou entendu des campagnes faites par l'assurance maladie à cet effet. Rester actif, c'est vraiment primordial. Donc, garder de l'activité physique, c'est aussi important. Voilà. Chose intéressante, c'est que on voit que certaines pratiques qui étaient assez courantes sont plutôt peu recommandées, voire pas recommandées du tout. Donc, le repos au lit, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, aujourd'hui, on a de fortes recommandations contre, à quelques exceptions près, mais c'est vraiment très, très, très rare. Le paracétamol, qui est assez souvent utilisé, on a plutôt des éléments qui sont peut-être modérés, mais plutôt contre l'utilisation du paracétamol. Au niveau des anti-inflammatoires, ce qui est généralement très, très prescrit aussi, hein, on a plutôt une inconsistance des données scientifiques. Même chose pour le tramadol ou les opioïdes, en fait, en général. Donc, ça, c'est des éléments importants. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses pour les lombalgies et les cervicalgies, mais c'est un peu normal parce qu'on n'a pas le même état de la littérature. Donc, je pourrais développer si vous le souhaitez. Si on continue les traitements, parce qu'il y en a quand même plusieurs, les opioïdes, donc tout à l'heure, c'est inconsistant, y compris associés au paracétamol ou aux anti-inflammatoires. Les antidépresseurs, c'est plutôt contre, alors que ça a été quand même donné assez régulièrement. Les antiépileptiques ou anticonvulsants, qui sont des dépresseurs du système nerveux central, plutôt contre aussi. Les myorelaxants, qui ont souvent été donnés, c'est plutôt contre aujourd'hui. Les injections, plutôt contre, notamment dans la lombalgie non spécifique. Voilà. Donc vous avez un état de la littérature là. Et puis quand on arrive aux thérapies manuelles, donc c'est ici, hein, les thérapies manuelles combinées avec d'autres traitements, et notamment ceux que j'ai pu décrire tout à l'heure sur le fait de rester actif, d'avoir de l'activité physique, de l'éducation et des exercices spécifiques éventuellement, eh bien, on a plutôt c'est plutôt pour, avec des preuves modérées, et pour les exercices physiques ou les programmes d'exercices physiques qui sont combinés, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 3 professions qui sont reconnues en France et qui peuvent utiliser la thérapie manuelle. On a les masseurs kinésithérapeutes, que vous connaissez probablement. Donc les masseurs kinésithérapeutes sont des professions de santé, inscrits au livre 3 de la santé publique, au livre 3 de la 4e partie du Code de la santé publique, pour être tout à fait précis. Ils exercent sur prescription médicale, sont remboursés par la sécurité sociale. Actuellement, je pense qu'il y a 90 000 ou 100 000 kinés en France. Les formations sont privées ou publiques pour certaines universités, et elles nécessitent de passer par la première année de médecine ou l'année commune des études de santé, mais qui va devenir PASS, hélas, maintenant, donc ça change un petit peu. Nous avons aussi les ostéopathes, alors qui sont 25 ou 30 000 en France,
qui sont principalement issus de formations privées. Certains kinésithérapeutes sont ostéopathes, où il y a des ostéopathes ni kinésithérapeutes ni médecins, et puis qui sont formés dans des écoles principalement privées. Il doit y en avoir 25 ou 30 ou peut-être une quarantaine maintenant en France. Voilà. Et puis vous avez des chiropracteurs donc, qui sont formés, eux, dans la seule école qui existe en France et qui a 2 campus, qui est l'IFEC. Voilà, l'IFEC étant agréé par le ministère de la Santé, est une association à but non lucratif. Voilà, voilà pour cette présentation assez rapide des troubles musculo-squelettiques et de leur prise en charge via les thérapies manuelles. Alors, on peut rentrer dans le détail et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions sur la façon dont se passe une séance, sur la façon dont on utilise les thérapies manuelles, les différentes techniques possibles, mais également sur la formation. Et donc, je pense qu'il serait intéressant maintenant qu'on puisse échanger sur la formation, sa durée, la façon dont le métier est exercé, les possibilités éventuellement de travailler à l'étranger. Je pense qu'il y a tout un tas de questions qui peuvent être intéressantes à aborder dans le cadre de cette présentation. Tout à fait. Et donc, à cette fin, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses tout en bas de votre écran pour pouvoir écrire vos questions ou encore l'outil converser. Déjà, une première question. Olivier, pouvez-vous préciser quelle est la spécificité des traitements chiropratiques dans la prise en charge des TMS par rapport aux 2 autres professions que vous avez mentionnées? Oui, alors l'un des actes principaux utilisés par le chiropracteur, mais en complément, et pour être très clair, en complément d'autres interventions, qui sont des interventions d'éducation, de promotion de l'activité physique, d'exercices spécifiques, c'est la manipulation vertébrale. Alors, elle peut prendre ou elle peut revêtir plusieurs formes. La manipulation vertébrale peut être uniquement manuelle, exercée sur le rachis, au niveau cervical, au niveau dorsal, au niveau lombaire. Elle peut aussi être mécaniquement assistée. On a des outils qui nous permettent de nous aider à manipuler. Et puis, on a des outils un peu plus spécifiques de flexion-distraction, qui sont des outils ce sont des tables mécanisées qui permettent aussi de manipuler. Encore une fois, l'intérêt de la thérapie manuelle ou de la manipulation, c'est de l'associer à d'autres interventions. Et il y a, à ma connaissance, aucun chiropracteur qui ne fait que manipuler. Il y a toujours de l'éducation, la promotion de l'activité physique et des exercices spécifiques. Voilà. D'autres interventions sont possibles aussi. Alors, on ne sera plus sur la manipulation, mais en thérapie manuelle, il y a d'autres interventions comme la mobilisation, qui est un acte un tout petit peu différent. Voilà. Donc, mais l'une des spécificités de la profession chiropratique, c'est d'utiliser les manipulations vertébrales. D'accord. Le diplôme de chiropracteur est-il reconnu en France? Elle est reconnue en France depuis. Alors la profession est reconnue depuis 2002. Les décrets d'application sur l'exercice et sur la formation, les premiers décrets ont été publiés en 2011. On a eu une réforme de la formation en 2018. Les textes de formation sont copubliés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et le ministère de la Santé. Et à ce jour, le fait de la possibilité d'exercer la profession de chiropracteur en France est conditionné à l'obtention d'un diplôme délivré par un institut ou une école agréée par le ministère de la Santé. Donc non seulement c'est reconnu, mais c'est réglementé. Vous ne pouvez pas exercer sans avoir un diplôme qui vous autorise à exercer. D'accord. Natacha nous demande si les séances sont remboursées par la sécurité sociale. Alors à ce jour, c'est l'une des 3 différences l'une des différences en tout cas entre les différentes professions évoquées tout à l'heure. À ce jour, les séances de kinésithérapie sont prises en charge par la sécurité sociale en leur qualité d'auxiliaires médicaux qui s'intègrent dans le parcours de soins défini par la sécurité sociale. Nous, on est reconnus, mais on n'est pas intégré dans le parcours de soins. Donc, nos séances ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Elles sont aujourd'hui prises en charge directement par plus de 500 mutuelles, mais pas par la sécurité sociale. D'accord. Une question de Sarah qui vous demande les critères de sélection pour entrer à l'IFEC. Alors, il y a trois éléments principaux.
Le premier élément, ça va être votre dossier académique, très clairement. Le deuxième élément, ça va être les résultats aux tests que vous passerez. Il y a des tests de sélection qui permettent de juger notamment de votre capacité à résoudre un problème ou à être logique. Et puis le troisième point, ce sera l'entretien. Vous aurez un entretien euh, avec une équipe de 2 personnes, et donc un oral en fait. Alors c'est pas un oral euh, sur de la connaissance, c'est un oral sur la façon dont vous vous comportez sur votre projet professionnel, afin qu'on s'assure bien que les compétences relationnelles ou votre projet professionnel est bien en accord avec la finalité du métier. Et les 3 points sont extrêmement importants. Le niveau académique, la capacité à raisonner, à avoir un esprit critique ou à résoudre un problème, et euh, la cohérence de votre projet professionnel et de vos compétences relationnelles avec la finalité du métier. D'accord. Pouvez-vous préciser le nombre de candidats qui sont admis chaque année? Nous, on est agréé, on a un agrément avec un numerus clausus. On ne peut pas prendre plus de 100 candidats, 100 nouveaux étudiants par site et par an. Donc, on a aujourd'hui 200 places, 100 à Paris, 100 à Toulouse. On a 2 campus et on est limité à 200 places. D'accord, merci. Par rapport au cursus, combien d'années d'études pour devenir chiro et Alors, y a-t-il des stages? alors ouais, beaucoup de questions. Donc, 5 années d'études à temps plein. Ça représente 300 crédits ECTS. Et ensuite, la question des stages, c'était est-ce qu'il y a beaucoup de stages, c'est ça? Stages, oui. Alors oui, des stages, il y en a une multitude. Il y a des stages qui commencent très tôt, dès la première année, qui vont être des stages d'observation dans la clinique. On a 2 cliniques hein, qui représentent à peu près un volume de 60 à peu près 60 000 consultations par an. Donc, on a des stages qui commencent en première année par l'observation sur des éléments extrêmement précis de la visite et qui sont en rapport avec les cours de première ou de deuxième année. Ça, c'est les premiers stages qui sont assez courts, mais qui permettent d'illustrer éventuellement certains cours sur la façon de réaliser une anamnèse, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va avoir des stages hospitaliers, donc notamment dans des services de neurologie, d'orthopédie, de rhumatologie ou de radiologie. Et puis, vous avez 4 gros stages principaux qui sont les stages qui vont être dans notre clinique interne et qui vont se dérouler en fin de 4e année et en 5e année, euh, où là, vous allez prendre en charge des patients supervisés par des chiropracteurs diplômés qui sont entraînés à superviser les étudiants en situation. Et il y a également des stages en cabinet libéraux chez des praticiens qui ont leur cabinet et qui vous reçoivent pour que vous puissiez appréhender, au-delà des compétences acquises dans la clinique, mais qui est un lieu d'apprentissage, appréhender l'exercice en conditions réelles dans un cabinet. Alors, on a toujours de la part de Sarah qui demande s'il s'agit d'un diplôme d'État et qui demande également le coût de la formation. Alors, ce n'est pas un diplôme d'État au sens strict, c'est un diplôme délivré au nom de l'État, puisqu'on est dérogataire de la puissance publique à ce niveau-là, puisqu'on est agréé pour délivrer le diplôme. Et le coût de la formation, c'est 9 600 euros par an, me semble-t-il. 9 9 000 800, 9 800. 9800. Voilà. Et ça dépend si avant, il y avait les frais d'inscription, de préinscription, de réinscription. C'est aux alentours de 9 800 euros par an. Le diplôme est-il reconnu dans le monde et en Europe de la part de Alors, c'est une excellente question. Oui, le diplôme est reconnu dans d'autres parties du monde, le diplôme de l'IFEC. Nous sommes agréés par le ministère de la Santé, mais nous sommes également accrédités par des organismes d'assurance qualité en enseignement supérieur chiropratique qui sont reconnus dans d'autres pays dans lesquels la profession est également réglementée. Et on a des diplômés qui peuvent travailler. Alors, dans tous les pays d'Europe dans lesquels c'est reconnu, vous pouvez travailler. C'est des éléments qui sont issus de la 5e directive de la
de la Commission européenne, donc ça c'est assez simple. Mais vous pouvez travailler dans d'autres pays du monde. On a des étudiants ou des anciens étudiants qui sont aujourd'hui chiropracteurs à Hong Kong, par exemple, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, au Canada. Donc, le diplôme de l'IFEC, en sa qualité d'établissement agréé par une agence d'accréditation sur l'enseignement chiropratique, permet d'exporter, de s'exporter à l'étranger. On vous demande également si des chiropracteurs travaillent à l'hôpital et de manière générale, comment s'installe-t-on en tant Alors, que chiropracteur? il y a quelques chiropracteurs qui travaillent à l'hôpital. Ça reste quand même extrêmement marginal aujourd'hui. Ça se développera peut-être. Pour l'instant, c'est encore marginal. Nous avons nous-mêmes mis en place des consultations hospitalières au CHU de Toulouse et au CHU du Kremlin-Bicêtre pour nos étudiants. Donc, il y a quelques lieux de stage qui sont aussi à l'hôpital dans le cadre de consultations chiropratiques dans des services soit de médecine du sport, soit de prise en charge des douleurs chroniques. Mais pour autant, ça reste encore embryonnaire, donc ça reste à développer. La plupart des chiropracteurs aujourd'hui travaillent en ville, donc en cabinet libéral, avec tout ce que ça peut avoir comme avantage en termes de liberté, d'installation, de liberté d'horaire, d'organisation du travail. Après, ce n'est pas tout à fait la même sécurité non plus, ça demande un certain état d'esprit d'entrepreneuriat, ce n'est pas la même sécurité qu'un poste, d'attaché de consultation à l'hôpital en tant que salarié. C'est un peu différent, bien sûr. D'accord. On vous demande quel est le salaire moyen d'un chiropracteur? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je peux vous donner la fourchette. Ça va de 25 à 30 000 euros quand on commence, au bout de 2-3 ans, à 150, 160, 170 000 euros. Ça dépend vraiment du volume d'activité, du temps d'installation. Voilà, mais assez rapidement, on peut gagner très correctement sa vie. D'accord. Une question par rapport à l'accès à la formation. La formation est-elle ouverte aux bacheliers technologiques? Par nature, on ne ferme pas la formation au bac non scientifique. Pour être très clair quand même, la, la- la réussite est beaucoup plus simple avec un bac général et a fortiori avec un bac scientifique. Alors, on n'est pas du tout opposé à accueillir des gens qui sont issus de filières technologiques. C'est quand même un peu plus compliqué et il faut en être conscient, à mon avis. D'accord. Et quelles sont les spécialités recommandées pour ensuite pouvoir intégrer l'IFEC? Maths, physique, biologie. D'accord. Et en terminale, il faut en garder deux, donc on garde. Après, il n'y a pas de. Ça peut être physique bio ou maths physique ou maths biologie. Je pense que il n'y a pas d'enjeu. À partir du moment où vous avez fait une première, vous avez un socle suffisamment solide. Voilà. Mais un très bon profil qui ferait, je ne sais pas moi, mathématiques et sciences économiques pourrait aussi être un profil tout à fait acceptable. Et on a aussi d'excellents étudiants qui ont eu des profils littéraires, mathématiques et littérature, voire des gens qui ont fait pour certains d'entre eux, d'autres études avant et qui ont fait un master en philosophie, par exemple, et qui se sont révélés d'excellents étudiants. Donc, il y a un profil préférentiel, mais on ne s'interdit pas d'accueillir d'autres profils, puisqu'on a des profils qui ne sont pas nécessairement typiquement ceux auxquels on penserait et qui font d'excellents professionnels et d'excellents étudiants. Très bien, je vous remercie. On va arriver au terme de cette conférence. Je remercie Monsieur Lanlot, bien sûr, et également toutes les personnes qui ont assisté et posé des questions à cette conférence. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, si vous voulez parler, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre parcours, vous pouvez nous rejoindre sur le stand de l'IFEC dans le hall paramédical, c'est le stand numéro 6. Mais sinon, vous
tapez IFEC ou chiropraxie dans le moteur de recherche pour nous trouver. On est disponible toute la journée et également demain. Je vous remercie. Très bonne journée, très bon salon à tous. Merci, bonne journée, au revoir.